Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est l'émission qui va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics au quotidien par leur travail et leurs activités. On vous a parlé récemment dans une émission Front Page du Project Comics Culture Project, une association qui vise en fait à démocratiser le comics en France avec cet aspect particulier que c'est à destination des professionnels du livre, donc bibliothécaires et libraires. Et on vous avait dit dans cette émission qu'on allait aller à la rencontre de Thomas Jobert, qui est donc à l'initiative de ce projet. Eh bien, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, figurez-vous, puisqu'on tient parole. C'est une des caractéristiques du podcast. Et donc, nous avons le plaisir à distance d'être avec Thomas. Salut Thomas. Salut et merci pour cette invitation. Mais il n'y a pas de souci, c'est un plaisir de te recevoir. On va commencer de toute façon avant de parler du projet en question, juste de parler un petit peu de toi pour que tu puisses te présenter et que les personnes qui nous écoutent te connaissent un petit peu. Thomas, qui es-tu? Que fais-tu par rapport aux comics un petit peu? Parce que il me semble que tu es rédacteur sur deux sites notamment qui sont Indélébule et l'Entre des Psiotiques depuis quelques années maintenant. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ton parcours vis-à-vis des comics? Alors, moi en fait, les comics finalement c'est plus ou moins récent pour moi. J'ai toujours été plus ou moins lecteur de franco-belge de base parce que mon père m'avait initié à l'époque, mon jeune âge, avec les tuniques bleues, enfin là, les grands classiques que j'ai lus pendant un certain temps. Et puis, je me suis intéressé déjà à l'aspect plutôt film des comics via du coup Iron Man quand c'est sorti en 2008. Et c'est par là que je suis arrivé un peu petit à petit déjà, rien que les films. Et puis un jour, je me suis dit, bah tiens, les films ils viennent bien de quelque part. Je vais aller regarder un peu ce qui se passe sur le papier. Et j'ai commencé tout doucement en achetant un kiosque comme ça, histoire de tester. Et puis j'ai été un peu déboussolé parce que ce que j'ai retrouvé sur le papier en fait n'avait rien à voir avec ce que j'avais vu du coup en film. Et je me suis dit bon, je vais creuser un peu plus. Et puis voilà, petit à petit, je me suis mis un peu à tomber dedans. Et ce qui était une petite lecture de temps en temps, c'est devenu lecture quasi quotidienne. Et je me suis pas limité à juste lire. Je me suis dit bah tiens, je lis des trucs sympas, je vois des choses intéressantes, des critiques sur Internet. Pas forcément d'informations à l'époque où on nous disait par où commencer, ce genre de choses. Enfin, du moins, c'était pas forcément facile à trouver. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais, euh, je vais commencer à écrire, sachant que j'avais jamais vraiment écrit. Donc, je me suis lancé un peu comme ça, un peu au hasard. Et j'ai créé un premier site qui s'appelait Tom Marvel à l'époque. Le nom n'était pas hyper recherché, mais du coup, Marvel, Thomas Marvel. Et, Et du coup, je parlais essentiellement du coup de Marvel, forcément, et un peu de DC, même si j'ai jamais trop été lecteur de cet univers-là. Et voilà, donc ça a tourné comme ça pendant un petit moment. J'ai fait quelques critiques, quelques petits guides sur des personnages, des choses comme ça. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à l'indépendant. Le premier indé que j'ai acheté, alors attention, l'accent anglais va faire mal, mais c'est The Wicked and the Divine chez Glénat. Ouais. Et je suis tombé là-dessus, le premier tome, et là, je me suis pris une claque phénoménale, autant graphique qu'au niveau scénario. Et je me suis dit, ouah, en fait, l'indé, ça a l'air super cool. Alors, ça faisait peur de se lancer, parce que forcément, on n'a pas de repères via les personnages ou autres. Et j'ai mis un peu de temps à me lancer, mais une fois que je me suis lancé, je me suis dit, mais en fait, c'est génial. Et en fait, petit à petit, j'ai lu de plus en plus d'indés, j'ai commencé à faire des critiques de plus en plus sur l'indé. Et un beau jour, je me suis dit, en fait, quand le ratio entre lecture Marvel et lecture indé a un peu été inversé, je me suis dit, bon, allez, je vais changer le site et je vais parler plus d'indé. Et c'est là que Indélébule, du coup, est né.
Donc j'ai fait ça pendant un petit moment et puis bah, il y a l'univers Valiant qui a commencé aussi à m'intriguer de plus en plus. Et puis bah, pareil, rapidement, alors je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas trop de critiques ou d'infos sur l'univers. Je me suis dit, bah, il y a un truc à faire, faut en parler, c'est un super univers. Donc c'est là que je me suis dit, bon, bah, allez, hop, quitte à avoir un site, pourquoi pas deux, et j'ai lancé l'entrée des psychotiques dans la foulée quasiment. Mais c'est-à-dire que tu es, développeur un petit peu pour. Enfin, tu reçois de l'aide pour développer ces sites ou c'est juste que tu as quelques connaissances dans WordPress, les CMS et tout ça et que c'est facile pour toi de les créer? Alors, absolument pas. Après, j'ai toujours plus ou moins créé des trucs sur Internet. Avant d'avoir ces sites, j'avais un gros site Internet, pas du tout le même univers, mais c'était sur les scooters à l'époque. Et j'avais créé un site complet avec un gros forum, avec, on était plus de 10 000 membres dessus. C'était un gros, gros truc au final. Et j'ai toujours bidouillé comme ça, fait des sites à droite, à gauche. Donc du coup, bah, quand j'ai voulu créer mes sites, ça s'est fait plutôt simplement. J'ai juste des connaissances comme ça à force de bidouiller, quoi. Ok, ouais, bah ça reste impressionnant. Tout le monde peut pas faire ça non plus à l'envie dans ce sens-là. Mais il y a un truc que tu viens de dire avant qui m'a un peu interpellé. Tu trouvais que c'était difficile ou que ça faisait peur de te lancer dans l'indé, ce qui me paraît un petit peu bizarre parce que justement, comme t'as pas besoin de connaître quoi que ce soit, du moins encore moins que dans les univers de super-héros, il faut juste te dire, bon, quel est le type de récit qui me plaît et en prendre un au pif, non? Bah, alors mon cas est peut-être pas forcément le même que tout le monde, mais moi je sais que dans mon cas, en fait, il y avait la peur de l'inconnu. C'est-à-dire que quand tu te lances sur de l'Iron Man, même s'il y a des différences entre ce qu'il y a au cinéma et ce qu'il y a sur le papier, tu as quand même la sécurité d'avoir un minimum de choses connues et de te dire je vais acheter le bouquin. Bon, normalement, il y a quand même peu de chances que je sois dégoûté du bouquin, que j'aime absolument pas. Et à l'époque où je lisais, du coup, je commençais à lire des comics, j'avais pas un budget énorme et du coup, c'était pas forcément le meilleur esprit, je pense, pour acheter un bouquin, mais à ce moment-là, ce que je voulais faire, c'était vraiment acheter un bouquin que je sois pas sûr à 100% d'aimer, mais que j'ai le moins de chances possible de ne pas aimer pour pas gaspiller mon argent et optimiser au mieux, entre guillemets, mon budget. Donc, du coup, le fait de se lancer comme ça dans de l'indé, de découvrir à chaque fois un nouvel univers, des nouveaux personnages où tu n'es pas sûr d'accrocher. Et puis, quand tu commences, bah, tu n'as pas forcément de repères par rapport à l'auteur. Tu sais pas si la patte de l'auteur va te plaire. Niveau dessin, tu feuillettes, tu vois tout de suite si tu aimes ou pas, mais tu as toujours la crainte de pas aimer le style de l'auteur ou le personnage ou l'univers, quoi. Donc, en tout cas, moi, à l'époque, pour moi, c'était pas forcément évident de me lancer dans de l'indé. Ça s'est gommé au fur et à mesure que j'en ai lu. C'est-à-dire que maintenant, j'achète de l'indé comme j'achète, je sais pas moi, du Daredevil ou n'importe quoi. Enfin, à partir du moment où le récit, enfin le résumé m'intrigue un minimum et tout, je me lance, quoi. Je me pose plus trop de questions. Mais à l'époque, en tout cas, le fait d'à chaque fois me lancer dans un nouveau truc, ça me faisait un peu peur. Ok, ouais, je comprends le sentiment. Qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, c'était que comment un peu t'as perçu l'évolution du milieu du comics en France au fil de tes années ben, et de lecture et de rédaction et d'arpenter le web pour en fait essayer de comprendre en fait ce qui t'a mené à la création de Comics Culture Project. Mais quel est un peu ton ressenti sur la façon dont effectivement le comics est perçu dans notre beau pays? Sur l'évolution, alors moi je suis arrivé dans le comics pur et dur, là où j'ai vraiment commencé à en lire beaucoup, c'était plutôt 2016. Je crois que ça coïncidait un peu avec l'arrivée de Bliss, je Ouais, crois, ouais, tout à fait, ouais. ou plus ou moins. Euh, et donc du coup, je suis arrivé là-dedans. Alors il y avait Urban qui déroulait déjà son gros programme de sortie. Enfin, Panini, pareil, avec la grande quantité de collections assez variées qu'il y avait à l'époque, qu'il y a moins maintenant. Et puis, il y avait Glénat aussi qui envoyait beaucoup, beaucoup de titres. Et c'est vrai que moi, quand je suis arrivé à vraiment me plonger dans le comics, je me suis dit, ouais, il y a vraiment beaucoup de choses qui sortent et tout. Et je me retrouvais un peu noyé là-dedans.
Et donc ouais, il y avait Bliss qui démarrait fort, il y avait Glénat qui était encore assez fort aussi, quand on voyait beaucoup de choses. Et je trouvais que le marché avait l'air ultra dynamique. Voilà, il y avait des nouveaux éditeurs qui commençaient à arriver aussi. Euh, et je trouvais ça assez dynamique. Par contre, il n'y avait pas forcément d'informations sur où commencer en fait. Euh, on voyait les sorties, mais ça se limitait à ça en fait. Et quand on arrive en librairie, c'est assez perturbant de voir autant de sorties d'un coup sans savoir par où commencer, où jeter un œil, enfin quoi regarder. En tout cas, à l'époque, moi, quand je me suis lancé, je trouvais pas les infos vraiment clairement. Et, euh, et c'est vrai qu'au fur et à mesure des années, c'est vrai que je voyais le marché qui fluctuait pas mal. Alors, il y a eu du coup l'arrêt plus ou moins de Glénat Comics. Enfin, c'est un peu l'éditeur de Schrödinger. On ne sait pas vraiment s'il est mort ou s'il est encore vivant. Bon, on peut dire qu'il est quand même que le label est un petit peu mort et qu'il y a juste quelques sorties qui existent encore, mais la plupart sont reléguées hors collection. Et là, tu as juste Lady Mechanica qui ressort sous label, mais bon, ça fait 2 ans maintenant qu'il n'y a plus rien qui sort sous label Glénat Comics. Ouais. Mm. Donc du coup, c'est vrai qu'il y a eu des fluctuations. Il y a des éditeurs qui sont arrivés, qui sont repartis plus ou moins tout de suite. Enfin, il y a eu pas mal de changements. Après, il y a encore des nouveaux qui sont arrivés. Régulièrement, on entendait dire à droite, à gauche, ouais, le prix, ça va pas, le format, tout ça. Il y a eu aussi le problématique des kiosques qui revient très très souvent. Alors moi, j'ai jamais été gros consommateur. J'en ai acheté deux, trois au début, puis après, je suis passé direct au format librairie. C'est jamais un format qui m'a intéressé. Mais tu pourrais nous dire pourquoi ça t'intéressait pas le format kiosque d'ailleurs? Euh, Déjà, moi, je suis pas un gros fan du souple, déjà de base. C'est-à-dire que depuis toujours, moi, en général, quand j'achète un livre, j'achète autant l'objet que le contenu. En fait, j'aime bien avoir des livres qui soient plus ou moins jolis. Enfin, après, il y a toujours des limites, mais je veux dire, le cartonné, je trouve que c'est un beau rendu. Enfin, quand tu achètes le livre, tu es content d'acheter à la fois l'objet et le contenu. Alors que le souple, euh, ouais, j'ai jamais trop accroché. Et puis, au niveau du contenu, le fait d'acheter un tome où il y a plusieurs épisodes dedans, des séries différentes. Moi, les deux, trois que j'avais acheté à l'époque, il y avait au pire une série ou peut-être deux max qui m'intéressaient vraiment. Donc en fait, j'avais l'impression d'acheter un truc qui me convenait pas vraiment à mes goûts. Donc c'est vrai que j'en ai acheté deux, trois et je suis vite passé sur des tomes où bah, la totalité du contenu m'intéressait. Ok, ok, très bien. Ouais, ouais, merci de ton explication. Euh, Ça relancera sûrement des débats de toute façon en général, parce qu'il y a vraiment plusieurs façons. Mais après, de toute façon, il y a aussi, à mon sens, une sorte peut-être de décalage aussi générationnel, en fait, qui est effectivement, comme tu es arrivé, on va dire, plus sur le tard par rapport à la façon dont le comics était proposé jusqu'à plusieurs décennies auparavant. Effectivement, c'est ces deux approches qui sont différentes. Euh, Plus connu la chute que... ouais, bah, t'es arrivé dans les dernières années. Mm. Et donc, ensuite, sur les dernières années, tu t'es rendu compte alors qu'il y avait peut-être un manque d'explication aussi au niveau des professionnels. Parce que, pourquoi, en fait, comment t'es venu un petit peu l'idée de monter Comics Culture Project? Oui, en fait, bah, j'ai toujours trouvé plus ou moins qu'il manquait un peu d'informations. C'est pour ça que même à l'époque où j'ai créé Tom Marvel, j'avais commencé à créer des guides pour l'entrée épisodique aussi. J'ai dit tout de suite fait une frise chrono avec des guides et tout pour s'y retrouver et tout. Mais je trouve pas forcément. Alors après, il y a plein de créateurs de contenu qui font un peu des guides à droite à gauche, mais c'est pas forcément toujours facile à trouver. En fait, ce qui m'a vraiment motivé en fait à créer Comics Culture Project, en fait, la réflexion, elle est née au moment, alors je crois que ça coïncide avec le Covid, où il y a eu la question du prix qui est revenu sur la table et qu'il y a eu pas mal de débats à un moment donné
avec notamment Sullivan Rouault qui avait fait un appel à organiser une table ronde pour parler comics, format, tout ça, et voir un peu ce qui était possible de faire. Et à ce moment-là, il y a des initiatives qui se sont créées un peu à droite à gauche. Il y a eu des lives à droite, des podcasts, voilà. Il y a eu pas mal de petites choses qui ont été faites, mais jamais vraiment rien qui soit commun. Et, euh, et je trouvais ça dommage parce que quand j'ai entendu l'appel de Sullivan, je me suis dit, bon, c'est cool, il y a peut-être quelque chose qui va s'organiser et tout. Et j'ai eu la réflexion de me dire, en fait, si on veut que le marché arrive à pas trop dégringoler, il faudrait qu'il y ait une action qui soit réalisée. Mais la réflexion, c'était de me dire, bah, globalement, un éditeur va pas forcément le faire parce que d'une, bon, c'est pas forcément son objectif. L'éditeur, il crée son bouquin, il le met en vente. L'objectif, c'est qu'il en vende le plus possible. Euh, je voyais pas trop un éditeur arriver et dire bon, allez, hop, je vais faire des actions pour que tout le monde vende mieux, même les concurrents entre guillemets et compagnie. Donc, je me suis dit bon, un éditeur le fera sûrement pas. Et je me suis dit si on n'arrive pas à se regrouper pour faire quelque chose de commun, c'est pareil, c'est pas quelqu'un tout seul quelque part qui va réussir à fédérer assez, je pense, pour pouvoir proposer des actions concrètes. Et du coup, c'est là que j'ai commencé à me dire qu'il fallait peut-être créer quelque chose et qu'il y ait une structure qui permette de le faire plus facilement. Alors au début, j'ai pensé peut-être au statut d'auto-entrepreneur, mais ça me plaisait pas trop parce que je me disais, bon, ça veut dire faire entre guillemets de l'argent sur la promotion du comics et tout, ça me parlait pas trop. Donc, et en fait, l'idée de l'association a commencé à émerger. Et puis en parallèle, on avait ouvert sur un des débuts, on avait ouvert le site à d'autres rédacteurs, ce qui était nouveau parce que jusque-là, en fait, je le tenais juste avec ma femme Maëva qui m'aidait à faire des critiques et qui faisait ses rubriques sur la psychologie et les comics. Et on est d'ouvrir un peu la rédaction à d'autres personnes et on a commencé à en discuter avec eux. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, en fait, ouais, on va faire une asso et puis on va bosser tous ensemble. S'il y a d'autres personnes qui veulent nous rejoindre, eh ben, allez, allons-y. Et puis, comme ça, avoir une structure qui permette d'avoir euh, la possibilité d'agir vraiment et de se rendre auprès des personnes avec lesquelles on veut travailler avec ce qu'il faut, quoi. Alors, pour celles et ceux qui écoutent le podcast peut-être par hasard, est-ce que tu peux présenter un petit peu alors Comics Culture Project, qu'est-ce que c'est? Donc, on a dit hein, que c'était une association pour la promotion du comics, mais concrètement alors, quelles sont vos ambitions? Alors oui, Comics Culture Project, donc c'est une asso qu'on a montée dans le but du coup de faire des actions, alors que ce soit à la fois sur Internet. Donc sur Internet, ça va être la création déjà. Bah, il y a notre site qu'on a totalement refait pour l'occasion avec des portails. Donc notre volonté en fait, c'est de faire en sorte que sur Internet en tout cas, ce soit plus facile pour quelqu'un qui se lance ou quelqu'un qui aurait fait une pause et qui voudrait se remettre dans les comics de s'y retrouver et de savoir par quel bout prendre la chose. C'est-à-dire que du coup, nous, on a créé des portails par auteur. Alors, par auteur, ça va venir. C'est surtout pour l'instant par éditeur, par genre, par univers. Ce qui fait qu'en fait, peu importe la façon dont on va chercher un titre, bah, on va tomber dessus en fait. Si on le cherche par un auteur, on va le trouver. Par le dessinateur, pareil, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a déjà cet aspect vraiment purement Internet où on veut faciliter l'accès à l'info au maximum. Et puis après, donc il y a l'aspect plutôt terrain où déjà on a créé le guide que vous avez déjà partagé et je vous en remercie parce que du coup il a été pas mal téléchargé. C'est vrai? Euh, oui, oui, il a Ça- eu un beau succès. On a eu plus de 500 téléchargements déjà, Ah, bah c'est cool, ce très qui bien. est déjà pas mal. C'est plus que ce qu'on pensait pour le démarrage. Donc voilà, on a ce guide-là qu'on a créé, qui initialement a été créé pour être imprimé, mais
la conjoncture fait que c'est pas forcément évident quand on est nous d'imprimer sans y laisser un rein. Donc, du coup, il est pour l'instant uniquement disponible en ligne à télécharger sur mobile, tablette ou ordinateur. Et donc, du coup, le but, c'est de partager ce guide après sur le terrain. Donc, il y a des libraires, à des bibliothécaires, ou même parfois, pourquoi pas en CDI, enfin, ce genre de lieu pour des personnes qui n'auraient pas forcément le temps de s'intéresser aux comics et de creuser la chose, parce que c'est un retour qu'on a eu en faisant un peu un tour sur le terrain, en discutant avec des libraires ou des bibliothécaires, c'est que il y avait souvent une volonté de proposer un vrai rayon comics, c'est pas juste quelques titres comme ça, mais que en fait ça prenait juste beaucoup de temps de s'y intéresser, de se renseigner, et que c'était trop chronophage en fait pour vraiment le faire par rapport à ce qui arrivait comme autres titres en franco-belge ou en manga, et que du coup il y avait un gros manque de temps pour le faire. Et c'est là qu'on s'est dit, bon, là, on a on a un coup à jouer, il faut qu'on arrive à proposer quelque chose qui soit entre guillemets clé en main, où on distribue et on dit, voilà, si vous voulez créer un, un rayon, peu importe dans quel lieu, en fait, là, on vous donne déjà les bases pour savoir de quoi il en retourne, et ensuite, on vous propose des titres plus ou moins incontournables à l'heure actuelle qui serait intéressant de proposer en rayon ou dans un rayon bibliothèque ou autre. Donc on a cette action-là sur le terrain qui est un peu hybride entre terrain et Internet. Et après, le but, c'est de se rendre directement chez les libraires ou les bibliothécaires qui en ont besoin et de faire des ateliers, alors soit pour les équipes complètes, soit pour quelques personnes. Aussi, pourquoi pas faire des ateliers pour les clients ou les personnes qui sont adhérentes à la bibliothèque ou même en CDI. Donc voilà, après on a cet aspect vraiment purement terrain où on veut essayer d'agir un maximum pour créer du lien et faire découvrir un maximum les comics en donnant les clés nécessaires. Et quand vous parlez d'aller sur le terrain, en fait, c'est pas que toi, c'est tous les membres de l'asso, donc notamment tous tes collègues qui rédigent aussi sur les sites. C'est-à-dire que chacun peut, si c'est dans son environnement géographique, se rendre dans une bibliothèque ou dans une librairie alors voilà, pour faire un atelier d'initiation. Voilà, en gros c'est ça. Ce qu'on veut, c'est que les personnes qui sont à la rédaction puissent agir aussi. Et il y a déjà des contacts qui ont commencé à être pris en ce sens pour se rendre dans les librairies locales, ou plus ou moins, hein, parce que si on est en déplacement, qu'on a du temps, c'est ce que je fais moi par exemple. Je me rends régulièrement en librairie quand je suis en déplacement quelque part et j'en profite pour discuter un peu avec les gens là-bas. Mais voilà, le but, c'est que les personnes qui font partie de l'asso, qui sont créateurs de contenu sur l'asso, puissent de leur côté aussi agir localement. Alors comment ça se construit un peu c'est ça ce genre de sens d'initiation, c'est qu'est-ce que concrètement en fait vous voulez proposer aux professionnels dans ce genre de choses pour que voilà, si ça parle notamment aux personnes qui nous écoutent, en fait, si ça leur parle et s'ils connaissent des libraires qui sont dans le besoin, qu'ils puissent aussi aller leur proposer l'idée, puisque l'idée du podcast, voilà, c'est d'essayer à notre petite échelle aussi de faire connaître en fait vos ambitions et vos idées de prestation. Alors nous, ce qu'on va proposer concrètement, dans un premier temps, ça va être, ça va être un atelier avec ou sans diapo en fonction du lieu, mais déjà un atelier vraiment d'initiation pour les équipes. Et aussi, du coup, notre expertise en tant que lecteur de longue date, parce qu'on est tous des lecteurs d'assez longue date quand même, plus ou moins dans l'équipe, et tous créateurs de contenu, déjà chacun un peu de son côté. Donc voilà, c'est vraiment l'atelier de base. Et ensuite, ça va être la fourniture aussi, donc déjà du guide euh, qu'on vient de créer, et aussi d'autres guides qu'on a déjà créés, qui sont un petit peu plus simples et qui sont affichables, par exemple, en rayon, ils pourraient facilement l'être,
où on propose des guides simples par genre et ensuite décortiqués par auteur. Donc on a ce genre de contenu-là qu'on propose. Et puis un accompagnement surtout aux libraires là, dans ce cas-là où il y a certaines, alors je sais plus le nombre de grades exactement, mais je sais qu'il y a un grade de librairie qui ne reçoit par exemple pas de représentant et qui doit un peu faire ses commandes de titres de son côté, sans forcément avoir les connaissances. Et dans ces cas-là, bah, si on ne connaît pas les comics, bah, On c'est commande facile de pas. le faire passer à la trappe. Ouais. Voilà, parce que si on ne connaît pas, on ne peut pas commander. Donc, dans ce cas-là, par exemple, c'est le cas où on aurait le plus d'actions possibles à faire. C'est que bah, nous, on serve un peu de, de conseiller, si vous voulez, conseiller pour, voilà, si s'il y a une commande à passer, que nous on dise, bon bah voilà, en ce moment il y a ça qui sort, ça peut être super intéressant, ça marche bien, ou c'est un auteur qui est réputé, qui est bien connu en France. Voilà, de donner nos conseils et leur permettre de faire des commandes de comics et du coup bah, proposer plus de titres en rayon parce que forcément, si les comics ne sont pas visibles en rayon, ils ne vendent pas. Ouais, après, tu as aussi cette difficulté de, une fois que les comics sont dans le rayon, c'est la façon de présenter ce rayon et surtout de susciter l'intérêt des personnes pour leur dire bah, comment aller aborder tel ou tel titre. Et j'imagine que c'est là toute la complexité ou tout l'équilibre à avoir sur quand tu dois faire du conseil sur est-ce que je propose des super-héros très accessibles, est-ce que je propose que de l'indé parce qu'au final, en fait, l'indé, justement, même par rapport à ce que tu disais avant, normalement, ça doit faire moins peur parce que tu n'as pas de prérequis, même si tu as un petit peu la peur de l'inconnu. Ça aussi, mais j'imagine que c'est en fonction de chaque boutique alors. Oui, c'est ça. Et c'est là aussi que nous, on va agir. C'est-à-dire que euh, moi, je suis vendeur de métier. Donc, en fait, j'ai une formation qui va me permettre aussi d'aider les libraires à améliorer leur mise en avant, Hmm. leurs rayons, comment les présenter. Parce que c'est aussi des choses que j'ai déjà vues. Enfin, voilà, j'ai déjà vu, moi, dans un rayon, une petite librairie, les comics, ils étaient en vente, ils étaient à côté de la poubelle, quoi. Donc, Oh putain. ouais, il y avait quatre comics, les quatre comics étaient à côté de la poubelle. Donc forcément, quand on arrive, qu'on veut lire éventuellement un des quatre comics et qu'on est obligé de mettre quasiment le nez dans la poubelle pour aller le chercher, c'est pas top, quoi. Donc là, c'est vraiment l'exemple le plus extrême que j'ai vu sur le terrain. Mais voilà, c'est assez régulièrement que je vois les comics sont un peu mis de côté, pas trop mis en avant. Et forcément, bah, après, c'est quelque chose qu'on nous apprend quand on travaille dans la vente, c'est que bah, il faut savoir mettre en avant un produit mal mis en avant, bah, se vend moins bien forcément. Donc c'est aussi là-dessus que nous, on va pouvoir aussi coacher, entre guillemets, les libraires en leur donnant les conseils qu'il faut pour optimiser au mieux le rayon. Après, ça pourra servir aussi même pour les autres rayons, que ce soit franco-belge ou manga, ils pourront aussi l'appliquer là-dessus, mais voilà, en gros, globalement, ce que nous, on va apporter, ça va être un suivi. Après, nous, le but, c'est de travailler à long terme Ouais. avec les libraires ou les bibliothécaires. Ce ne sera pas juste du ponctuel. À partir du moment où on commencera à travailler avec quelqu'un, on va pas lui dire, bah tiens, il y a quatre titres là qui sont intéressants et puis terminé. Non, le but, c'est qu'après, il y a des discussions régulières qui se fassent de manière à ce que ça dure dans le temps. Sachant qu'aussi, nous, de notre côté, sur le site, on a une carte là qu'on est en train de mettre à jour, mais on a décidé de créer une carte avec les libraires qui vendent des comics pour que bah, quelqu'un, quand il va, je sais pas, en famille, dans un coin de la France, et s'il se dit, bah tiens, j'ai du temps à perdre, je vais aller voir si je trouve pas un comics, bah que, hop, il puisse aller sur la carte, dire, ah tiens, il y en a un qui est pas loin, je vais aller voir. Donc, notre but, voilà, c'est vraiment de donner le plus de clés possible pour que bah, les personnes qui vendent du comics ou qui en proposent à la lecture pour les bibliothécaires ou même les CDI aient toutes les clés pour pouvoir le faire le mieux possible et soit le plus visible possible. Oui, parce que ce qui m'intéresse aussi, c'est que vous proposez aussi ça à destination, enfin vous dites sur votre site que les ateliers d'initiation, c'est aussi pour les milieux scolaires.
puisque bah, au final, c'est là, effectivement, que se forme la nouvelle génération de lecteurs, surtout qu'on sait en plus que la lecture, c'est plus forcément le loisir préféré ben, des générations plus jeunes. Donc, il y a aussi quelque chose à faire que vous voulez pister avec cette approche. Voilà, c'est ça, effectivement. Alors, on est en train de plancher du coup sur les différentes offres qu'on pourra proposer au milieu scolaire, parce que ça se fait forcément pas aussi facilement que pour un libraire qui nous contacte, qui nous dit j'ai besoin d'un coup de main. Voilà, c'est un petit peu plus complexe. Il y a des choses à respecter. Donc là, on est en train de travailler dessus, mais oui, globalement, notre objectif, c'est aussi de travailler avec les CDI de manière à essayer d'intéresser les plus jeunes aux comics. Et là, du coup, on pourra proposer vraiment tout type de titres, hein, que ce soit de la jeunesse. Voilà, j'ai déjà fait en librairie du conseil récemment à un libraire qui connaissait pas, par exemple, Kinaï, et qui me disait, ah, c'est dommage, il n'y a pas trop de jeunesse en comics. Je dis, bah, en fait, si, il y a Kinaï qui en propose pas mal, qui fait un super job. Donc voilà, ce genre de petits conseils et on le mettra en avant parce que c'est vrai que moi, en tant que lecteur, j'ai commencé aussi à lire de la BD grâce aux quelques BD qu'il y avait dans mon école primaire, par exemple. Il n'y avait pas de CDI, mais il y avait un petit coin lecture, il y avait quelques BD et c'est comme ça que j'ai découvert la BD avant que mon père m'y initie. C'est là que j'ai dit, ah tiens, il y a des BD à l'école, est-ce que tu en as? Et il y en avait. Donc, on pense que c'est une bonne façon de créer des nouveaux lecteurs aussi, en les intéressant les plus jeunes possible, entre guillemets. Et vous avez déjà contacté des cinémas alors, parce que vous le mettez aussi que vous voulez faire des ateliers pour des projections de films, puisque bah, on sait au final, enfin maintenant on a le recul un petit peu au bout de 10 ans post-premier Avengers que les films et séries de super-héros attirent pas nécessairement en fait des lecteurs pour tout un tas de raisons. Est-ce que vous avez ouais, déjà démarché un petit peu des cinémas pour faire ce genre de choses? Alors nous, on l'a fait de façon très locale pour l'instant. De toute façon, Mhm. tout ce qu'on teste, on essaye déjà au local pour trouver des idées et puis améliorer. Donc on l'a fait déjà localement. Pour l'instant, ça n'a pas porté ses fruits. C'est vrai que du coup, en ce moment, tout ce qui est super-héros, on va dire que ça a tendance à moins plaire, effectivement. Donc là où une époque, je pense qu'il le faisait très volontiers. Par exemple, notre libraire, je suis sur Dijon, on a une grosse librairie de bande dessinée à Dijon, qui faisait régulièrement des ateliers justement à l'ouverture des premières dans un cinéma à côté de chez moi. Et bah, maintenant, ils le font plus du tout parce que bah, ils en veulent plus. En fait, ils se contentent juste de diffuser pour l'instant. Attends, je me permets juste de te couper, mais parce que je comprenne bien l'ensemble des services que vous proposez, est-ce que par rapport à votre statut d'association, du coup, c'est du bénévolat ou il y a quand même une rémunération demandée? Parce que dans le cas du cinéma, si de toute façon vous ne faites pas payer, bah, l'enseigne a tout intérêt à proposer un truc en plus. Enfin, je sais pas, ou peut-être que c'est naïf de ma part de le penser, mais c'est dommage de s'être coupé de la chose, non? Nous, on a fait le choix de faire ça bénévolement. Parce qu'on veut pas, on n'a pas forcément envie de s'enrichir, même d'enrichir l'association de cette manière-là. Donc non, on le fait bénévolement et bah, même bénévolement, pour l'instant, ça n'a pas forcément intéressé. Donc on Mhm. verra, hein, ça changera peut-être. Mais en tout cas, alors après, c'était peut-être aussi les films du moment qui faisait que ça leur donnait pas envie de faire l'effort de nous accueillir et de faire une petite organisation, mais on verra. Honnêtement, pour l'instant, on va continuer à pousser et à faire des demandes régulières. On avait bon espoir à un moment donné, alors c'était avant que l'association existe, mais déjà avec l'entrée psychotique, on avait bon espoir à l'époque où le, le Valiant Universe au cinéma devait se lancer. On avait bon espoir de pouvoir faire quelque chose. Bon, après, les choses ont fait que ça n'a pas pu se faire. Mais ouais, on garde de toute façon cette volonté de le faire et on verra après. Bon, si on ne peut pas le faire par ce biais-là, on trouvera d'autres choses, hein. De toute façon, même localement, on a de plus en plus de salons dédiés à la pop culture.
Mhm. dont un salon qui commence à être assez important sur le secteur de Dijon, qui s'appelle la Camocon, la Camoplay, euh, qui alors, fait beaucoup sur tout ce qui est culture japonaise de base et qui souhaite s'ouvrir un peu plus aux comics. Donc voilà, il y a ce genre d'initiative qu'on pourra suivre et accompagner de toute façon. Si on ne le fait pas par les cinémas, on le fera par d'autres moyens. Oui, parce que attends, mais j'imagine qu'il y a aussi peut-être l'envie même d'avoir une petite table voilà, dans ce genre de salon où sur place, vous pouvez proposer en fait ces ateliers d'initiation ou c'est des discussions, des tables rondes, je ne sais pas quoi, mais c'est là aussi qu'il y a quelque chose à faire sur l'événementiel, puisque bah, dans les salons de pop culture, il y a des gens a priori qui sont intéressés, puisqu'on le sait aussi, c'est que l'intérêt en fait pour une culture en fait est assez important pour convertir des lecteurs. Donc à partir du moment où vous êtes aussi sur un terrain où il y a des gens plus à même d'être intéressés par ce que vous proposez, ce sera peut-être plus facile aussi d'avoir ces actions-là. Oui, oui, c'est l'objectif, hein. C'est l'objectif clairement à terme de pouvoir proposer aussi les services en salon avec un stand sur place, effectivement. Euh, Après, ça demande des moyens. Donc, Oui. un minimum déjà, enfin, faut pouvoir louer l'espace, ce genre de choses. Là, on vient de se lancer, donc c'est vrai que euh, c'est pas forcément quelque chose qu'on pourra faire dans l'immédiat. On va de toute façon proposer, enfin, c'est déjà en place, mais un système de dons pour les personnes qui souhaitent donner un coup de main ou même adhérer à l'association, pareil, de la même manière, donner un coup de main à l'asso et permettre un peu plus facilement de faire ce genre d'action. Donc voilà, après c'est quelque chose que de toute façon on souhaite faire. Donc on a des partenariats qui vont pouvoir nous permettre de le faire. Enfin, on creuse pas mal de pistes, faire en sorte de le faire plus ou moins facilement, quoi. C'est quoi un petit peu vos pistes justement par rapport à là 2023 avec toutes les discussions qui ont déjà pu avoir lieu sur les derniers mois? C'est quoi vos pistes de réflexion? Alors là, c'est vrai que pour l'instant, on est très axé sur le numérique, entre guillemets. Mhm. On continue là à créer nos contenus sur le site. Donc là, on a le guide qui est sorti et on souhaite que ce ne soit pas juste un one-shot. Notre objectif, ce serait de créer des compléments avec d'autres guides qui viendraient s'imbriquer pour aller du coup proposer du contenu à des personnes qui liraient depuis un peu plus longtemps, ou même simplement d'accompagner du coup les nouveaux lecteurs qui ont découvert les comics via ce guide, d'aller un peu plus loin à chaque fois. Donc ce ne sera pas un one-shot, on commence déjà à réfléchir là-dessus. Euh, on a aussi, euh, on a aussi un webzine qui est en cours de création de notre côté, qu'on va proposer de manière trimestrielle. Ok. Voilà, toujours dans le but. Alors là, ce sera vraiment pour intéresser tout le monde. Ce sera nouveau pour les nouveaux lecteurs et aussi pour ceux qui sont là depuis plus longtemps. On va proposer des interviews, voilà, des sujets de fond, des critiques, ce genre de choses. Euh, on a aussi mis l'accent sur TikTok ces derniers temps parce que on pense que c'est une des meilleures façons d'attirer de nouveaux lecteurs par rapport aux autres réseaux sociaux. Donc c'est vrai que depuis quelques mois, on met l'accent sur ce réseau-là pour voilà, créer du contenu vidéo et pour l'instant, ça marche plutôt bien. Là, on est en train de recruter d'autres personnes pour nous aider parce qu'il faut clairement, si on veut avoir un rythme par rapport à toutes les autres activités qu'on a, il faut qu'on soit un certain nombre pour pouvoir proposer du contenu régulier et avec des tons différents à chaque fois. C'est vraiment quelque chose qu'on veut faire pour intéresser différents types de lecteurs. Donc voilà, pour l'instant, on axe encore beaucoup sur le numérique parce que quand on démarre une association, bah, c'est ce qu'il y a de plus simple, entre guillemets, à mettre en place. Après, on a commencé déjà aussi localement, voilà, bon, bah, on a pris contact avec, comme je disais, avec des cinémas. On a des contacts avec des librairies déjà qui voudraient organiser des petits événements où on interviendrait en faisant des ateliers découvertes pour leurs clients, par exemple.
On a aussi des contacts pour des libraires qui ont commencé à venir nous, euh, nous poser des questions par rapport à leurs rayons, tout ça. Voilà, on a plusieurs choses. On est en train d'étudier la possibilité de créer, encore une fois localement, mais en fait, tous les membres de notre équipe pourront le faire de leur côté, des clubs de lecture dédiés aux comics dans les bibliothèques locales. Euh, voilà, donc pour l'instant, les pistes majeures qu'on a, c'est ça. Notre objectif, ce serait, dans l'idéal, ce serait de pouvoir participer déjà à un premier salon en 2024. On ne sait pas encore forcément lequel, il faut qu'on étudie exactement quelles options on peut avoir. Mais voilà, 2024, on voudrait monter un petit peu, on voudrait monter crescendo en fait. Ouais, très, très bien. Bah, ça fait beaucoup de travail en prévision, surtout, là. Clairement, de ce que j'entends, mais c'est bien d'avoir ces ambitions-là. Et puis, c'est ce qu'on disait déjà dans le podcast quand on en parlait dans le front page, hein, que nous, on regarde ça avec attention et qu'on vous soutient parce que bah voilà, on a envie que vous réussissiez dans ce que vous voulez faire et ben c'était un plaisir en tout cas de t'avoir sur le podcast pour présenter l'association et vos projets. Donc de toute façon, dans la description de ce podcast, il y a un lien qui vous permettra d'aller directement sur le site de Comics Culture Project. Un lien donc qui vous redétaille ce qu'on s'est raconté à l'audio et qui vous donne aussi accès au fameux guide de lecture en format numérique. Et on vous le répète aussi à ce niveau-là, c'est que il y a toute cette dimension libraire, bibliothèque, même CDI qui est importante. Donc, si vous connaissez des gens si vous êtes dans ce milieu ou que vous connaissez des gens dans ces milieux-là, n'hésitez pas à leur faire part donc de l'existence de cette association et de tout ce qu'ils sont visiblement capables de faire ou qu'ils vont être capables de faire dans les prochains temps. Un mot pour la fin, Thomas? Bah, simplement, voilà, d'inviter tout le monde à partager un maximum. Nous, notre but, c'est de regrouper un maximum de personnes motivées à promouvoir les comics en France pour aider un peu ce marché qui a plus ou moins de mal en ce moment. Donc, on le fait avec passion. On accueille toutes les personnes passionnées avec grand plaisir. Et puis voilà, le partage est super important et surtout, on ne veut pas diviser, on veut se regrouper pour agir plus facilement, parce que forcément, plus on sera nombreux et plus on pourra agir de son côté localement. Donc voilà, nous, le maître mot, c'est le partage. Très bien, super. Merci beaucoup Thomas de ton temps que tu nous as accordé pour pouvoir monter cette émission. On vous rappelle aussi que si vous appréciez le travail que l'on réalise avec ces podcasts et que vous souhaitez à la fois soutenir le podcast mais aussi les personnes qui y passent, eh bien vous pouvez, comme le disait Thomas, de toute façon partager sur vos réseaux sociaux, en parler autour de vous également. C'est notre façon c'est votre façon de pouvoir montrer votre soutien tout simplement à l'émission. Sur ce, je vous remercie de nous avoir écoutés. Thomas, je te dis bonne continuation et j'imagine qu'on sera amené à se reparler ici ou IRL prochainement. Et puis à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! À très bientôt.